Salut, c'est Co et Tous ces gens qui sont animés par l'immédiat, ils ne voient pas où ça les mène. En fait, la transition, c'est comment est-ce qu'on passe du modèle de société dans lequel on est maintenant à un modèle de société qui, pour nous, en tout cas, doit être profondément écologique et profondément respectueux de l'humain. Si l'être humain ne change pas, rien ne changera. Les concepts d'interdépendance, toutes les choses sont reliées ensemble. On est beaucoup plus qu'on ne le croit à avoir envie de changer de paradigme, à avoir envie de changer de système. Il faut établir ou maintenir une cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose ou les décisions que nous prenons. je pense que si on commence pas par penser que c'est possible, on n'y arrivera pas. Bonjour à tous, nous voici en compagnie de Camille et aujourd'hui nous allons parler évidemment de recherche de cohérence. Donc Camille, tu as un statut d'indépendante, tu travailles dans la communication et tu es aussi auteur. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ton parcours personnel ? Oui, je travaille donc dans la communication. Je suis indépendante. J'accompagne des entreprises dans leur communication. C'est plutôt des petites entreprises qui n'ont pas de service communication et qui ont besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu pour les accompagner, que ce soit auprès des journalistes, leur site internet, etc., etc. Et récemment, je me suis lancée dans l'écriture. Donc, j'écris 2 livres, un sur la respiration, parce que j'ai fait une formation de sophrologie aussi, et puis un autre qui est un roman destiné aux jeunes lecteurs de 10-11 ans. D'accord. Sur un sujet précis pour les jeunes lecteurs ? Oui, c'est-à-dire que là j'écris une histoire précisément, mais c'est encore un petit peu secret parce que j'en suis qu'au 4e chapitre, donc c'est un peu le jardin secret. Ok, super chouette. Donc Camille, je t'ai demandé cette interview parce que simplement quand je t'ai parlé de ma démarche sur mon blog, ça t'a tout de suite parlé. Donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi la recherche de cohérence, ce que la recherche de cohérence évoque chez toi ? Oui, je vais essayer de le faire en peu de mots. Pourquoi ça m'a parlé ? Parce que je pense que quand on commence à se poser des questions sur ce qu'on pense être bon pour la société dans laquelle on voudrait vivre, la famille qu'on voudrait avoir, la vie qu'on voudrait avoir, on s'aperçoit qu'il y a souvent un écart entre la théorie et la pratique. Et que quand on se met à regarder réellement cet écart-là, en essayant de le réduire, on est forcément dans une recherche de cohérence. On peut avoir des grandes idées, on s'aperçoit que c'est pas toujours facile d'abord de les appliquer. Et puis on vit quand même dans une société, on vit pas forcément hors d'un système, donc il y a aussi ça. Et puis on est des êtres humains aussi, donc on a des envies, on a des pulsions comme tout le monde, donc du coup tout ça fait que forcément cette recherche de cohérence, même si j'avais pas forcément mis les mots comme ça, c'est quelque chose que je fais dans mon quotidien, voilà. Donc, ça veut dire que donc tu essayes de mettre en pratique tes valeurs, toi, les choses qui donnent du sens pour toi. Oui, de le transformer en acte, parce que c'est bien les mots, j'adore les mots, je suis dans la communication et je suis auteur, je peux pas dire que j'aime pas les mots, mais je pense qu'à un moment donné, ça suffit pas, tout simplement, on a envie quand on a goûté aussi à ce changement-là, c'est-à-dire à se dire qu'en fait on peut changer certaines choses de sa vie, c'est délicieux de voir qu'on peut du coup les voir vraiment changer, je sais pas, comme quelqu'un qui commence un potager et puis qui voit que ça pousse. Il y a rien puis qui voit que ça pousse, c'est quand même chouette. Et du coup c'est plutôt dans ce sens-là. Et tu as un exemple de quelque chose que tu as mis en pratique ? Oui. Oui, ça j'en ai. Typiquement, il y a 3 ans, je suis devenue végétarienne. Mais j'ai vu que je suis passée par plein de phases. J'ai commencé à arrêter la viande rouge, après j'ai arrêté la viande blanche, après j'ai arrêté le poisson. Là, enceinte, par exemple, j'ai recommencé un petit peu à manger des animaux. Il faut dire, on peut appeler un chat un chat. Ouais.
c'est toujours, en fait, pour moi, c'est en mouvement, cette recherche de cohérence. Et puis, il y a toujours quelque chose en toi qui va venir contrarier ton envie de cohérence parce que les choses sont complexes, puis que, comme je disais tout à l'heure, on est des êtres humains. Des êtres humains, des êtres biologiques, des êtres sociaux. Voilà. Mais ça fait partie, en tout cas, d'une des démarches fortes que j'ai, parce que même si en ce moment, je m'en un peu des animaux, mais je demande tout le temps pardon. Oui, mais bon, c'est ton corps qui te le demande, là, du coup. Oui, après, on peut aller loin. Hein. Est-ce que c'est le corps qui le demande? Est-ce que c'est pas aussi une idée que j'ai qui circule, qui est que quand on est enceinte, c'est pas bon d'eux j'en connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a des femmes enceintes qui ne recommencent pas à manger de la viande et qui vont très bien. Donc, je pense que, encore une fois, à chaque fois, il y a plusieurs facteurs qui fait que... Donc, personnellement, je ne me suis pas arrêtée à ça, mais juste j'ai pris en compte et puis j'ai pris mes décisions par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que j'ai constaté, du coup, pour répondre à ta question, comment la transformation se faisait sur un sujet quand même qui n'est pas des moindres, puisque c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est lié directement à notre cerveau reptilien, donc c'est toutes les questions de la survie. Donc c'est des choses qui sont très fortes et qui peuvent provoquer beaucoup de résistance. Donc c'était intéressant. Puis après, du coup, on peut en faire plein d'autres comme ça, des transformations. Tu as dit que tu écrivais un livre sur la respiration. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le message que tu vas faire passer avec ce livre? Ouais, ce livre-là, en fait, j'en ai eu envie pour 2 raisons. La première, c'est que je finissais une formation avec 2 personnes que je trouve formidables et quelque part c'était pour moi l'occasion de prolonger un travail avec eux, c'était continuer de les voir, continuer de pouvoir échanger avec eux sur des choses chouettes. Et en parlant de cohérence, d'ailleurs, c'est les 2 personnes, pourquoi je les trouve formidables, c'est que c'est 2 personnes qui sont vraiment super cohérentes. Ah oui, c'est possible. Ouais, et oui, et puis même dans quelque chose dans la durée, dans ce qu'ils sont, ils ne transmettent pas seulement la sophrologie, ils ont une vie qui est cohérente avec ça. Et pourtant, c'est pas des êtres parfaits tout le temps comme ça, et hyper zen, c'est des êtres humains comme toi et moi, mais ils ont vraiment une cohérence dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils disent. Et ils sont réellement, par exemple, sont réellement bienveillants. Voilà, c'était un vrai plaisir de suivre leur cours. Et du coup, j'ai eu envie. Voilà, c'était un bon prétexte, une bonne excuse. Et il y avait aussi le fait que, à l'issue de cette formation-là, moi, mon problème avec la respiration était toujours pas résolu. J'ai compris maintenant que c'est aussi parce qu'il faut tout simplement du temps. Donc la formation, celle-là, a duré 1 an. C'est pas en 1 an qu'on résout 30 ans de respiration. C'est ça, de respiration en apnée, etc. Et puis je me disais, c'est génial, finalement, on apprend plein de trucs, plein d'outils, c'est très pratique, c'est très utile, etc. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Mais au final, ce que j'aime bien dans la respiration, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, que c'est gratuit et que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde a cette capacité à respirer, plus ou moins, parce qu'après, il y a des personnes aussi qui ont des souffrances chroniques par rapport à ça, mais on va dire que globalement, l'être humain, pour respirer, c'est-à-dire la première chose qu'on fait quand on arrive au monde, c'est de prendre cette respiration-là, la première, et puis ça veut dire plein de choses, la respiration. Donc autour de ce thème-là, qui est un thème du quotidien, j'ai eu envie d'écrire quelque chose avec eux. D'accord, donc du coup tu vas partager les outils que tu as, les trucs et astuces C'est pas vraiment un livre. En fait, le but de ce livre, c'est que tu passes un bon moment en le lisant et que sans t'en rendre compte, tu apprennes des choses. J'aime bien le fait que sans qu'on s'en rende compte, on apprend quelque chose. C'est peut-être mon passé de mauvais élève, mais j'espère que dans ce livre-là, on va y trouver d'abord un bon moment de lecture. Voilà. Et puis que du début jusqu'à la fin, et tu peux le prendre dans n'importe quel sens, tu as juste envie d'avoir un bon moment et que les choses infusent et se diffusent, parce que c'est ça aussi. Le constat après 1 an de sophrologie, c'est tiens, comment ça se fait que je ne suis pas arrivée à ce résultat? C'est super occidental comme façon de penser. J'ai appris ça, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que y a des choses comme ça qui sont aussi... je fais ce geste-là, c'est
il faut infuser, ça se diffuse, ça se met petit à petit, comme le souffle, quoi, comme la respiration. Et puis au fur et à mesure, ça prend place, au fur et à mesure. Mais c'est subtil comme changement. Et du coup, le manuel qui consiste à te donner la formule magique, après il en faut, hein, mais d'abord les gens qui achètent un manuel, c'est des gens qui sont déjà convertis quelque part à ça. Et le manuel qui consiste à te donner donc des outils pour que ça marche, et puis tu lis, et puis on te donne l'exercice, alors tu le poses, puis tu essaies de faire l'exercice, puis tu as oublié, alors tu reprends l'exercice. C'est pas très naturel comme posture. Disons que ça peut être très intéressant, j'en lis aussi des bouquins comme ça, mais j'avais envie d'écrire autre chose, parce que justement il y en a déjà des bouquins comme ça, et j'avais envie de faire passer un bon moment, et avec cette recherche, d'ailleurs, je me rends compte maintenant de cohérence avec il va y avoir des illustrations parce qu'il faut respirer dans un livre. Si on est tout le temps à lire des caractères 11, à un moment donné, on respire plus. La raison aussi pour laquelle j'avais pas envie qu'on pose au livre, qu'on le reprenne, etc., c'est que j'ai pas envie de faire travailler le mental du lecteur. J'ai envie que quand il lise, il descende plutôt, qu'il descende dans son ventre, il descende dans son corps, quoi, tout simplement, parce qu'on est quand même beaucoup là. La première. Hein. Et du coup, l'idée vraiment, c'était que cette lecture soit aussi facile que ça. D'accord. Par exemple. Mais tu disais que oui, ça vient pas tout d'un coup, comme tout changement personnel. Hein. Tu parlais du végétarisme, on y va par phase, tout ça, mais comme parfois, hop, on voilà, on va faire des allers-retours, mais comme tout changement en fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas se mettre de pression. La recherche de cohérence. Enfin, moi, je suis convaincue que je le serai toute ma vie et ça va continuer. C'est un chemin que j'emprunte et que peut-être que je vais m'égarer, y revenir et tout ça. Et c'est ce que tu m'avais dit la première fois qu'on en avait discuté. Tu me disais, l'important c'est d'être aussi sympa avec soi. De pas trop se mettre la pression et finalement la recherche de la pureté, c'est pas très sain, quoi. En fait, je pense de plus en plus, mais c'est pour avoir été souvent à l'inverse avec moi-même que je te dis ça, c'est que je pense que la formule gagnante, c'est l'exigence avec de la douceur. Parce que moins se mettre la pression, oui, parce que de toute manière, la pression pour la pression, même les neurologues d'aujourd'hui, leurs nombreux travaux expliquent que quand tu mets la pression à un enfant ou du stress, il n'y a rien de bon qui en ressort. Je serais incapable évidemment de réexpliquer neurologiquement comment ça se passe, ni quelles hormones sont sécrétées à ce moment-là, mais en tout cas l'hormone du stress n'a jamais aidé ni à la concentration, ni à la créativité, ni à rien qui permette à l'enfant ou à l'adulte, à l'être humain en règle générale, de bien agir dans ces moments-là. Donc l'exigence, oui, je pense que c'est un cap, c'est comme quelque chose que tu te fixes, parce que tu sais pourquoi tu te le fixes, parce que ça te fait plaisir de te le fixer, parce que tu sais aussi le plaisir que tu vas en rapporter. Ça peut être plein de choses, mais avoir conscience que ça peut prendre du temps. Et d'ailleurs, penser que ça prend pas du temps, c'est déjà créer de la déception. Enfin, la déception de soi-même, la déception des choses, créer une situation d'échec, c'est dommage. Alors qu'en fait, la question, c'est pas combien de temps. La question, c'est comment y aller, c'est comment l'atteindre. C'est pas une question de vitesse, mais une question de perfection du trajet. Oui, c'est ça. Donc, exigence avec de la douceur. Et tu parles d'objectifs du coup dans la recherche de cohérence. Moi, ça m'évoque rien dans le sens où sur ce chemin, moi je vois pas la destination. Pour moi, c'est vraiment dans la continuité d'être à l'écoute de ce qui est bon pour moi, de ce qui a du sens pour moi. Et en fait, la destination, elle a pas d'importance parce que on peut être cohérent de plein de façons différentes, quoi. Donc en fait, je parlais d'objectifs parce qu'à ce moment-là, je sais que comme le changement, ça demande quand même de l'énergie. D'abord, il faut observer, il faut se documenter. Faut regarder toi comment tu fonctionnes par rapport à aux documentations, ce que tu en penses, pour que ça se passe quand même dans la liberté. Donc c'est quand même, ça mobilise du temps, de l'énergie.
des essais, on réessaye, etc. Et du coup, c'est vrai que je fonctionne comme ça. Souvent, j'ai un thème, ça peut être le végétarisme, ça peut être là, par exemple, je suis enceinte, donc c'est au 3e trimestre qui plus est. Donc l'objectif, c'est d'intégrer dans mon emploi du temps de la respiration, justement. Donc ça demande de réaménager les choses, etc. etc. Donc c'est un objectif. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, on est là, c'est plutôt aussi le sujet du changement, quoi. C'est-à-dire que, voilà, à chaque fois, améliorer, entre guillemets, des petites choses dans la vie pour justement mettre en cohérence ce que j'ai envie de vivre dans l'absolu, et puis de le retrouver dans toute la relativité que la vie donne. C'est ça. Donc c'est des mini-objectifs, tu vois, c'est des petits... Oui, des étapes, voilà, je travaille sur ce thème-là, on oui, peut passer à autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, okay. Et du coup, tu travailles avec des entreprises. Ouais. Comment tu concilies tes valeurs avec les valeurs qui sont défendues par l'entreprise et qui du coup sont pas forcément les mêmes? Comment tu gères ça? C'est une question, très bonne question. D'abord, j'ai la chance quand même de travailler avec des entreprises pour lesquelles je ne rougis pas. C'est-à-dire que elles sont 2 à l'heure actuelle. Il y en a une qui travaille dans l'aquaculture, dans le traitement de l'eau, la purification de l'eau, et l'autre dans tout ce qui est objets connectés. Donc la transformation d'un certain nombre de choses dans le quotidien, et plus au niveau des entreprises, donc des industries, etc., pour améliorer, on va dire, les activités et profiter des nouvelles technologies, enfin de ce que peut apporter les nouvelles technologies. Il se trouve que ces 2 entreprises sont portées par des personnes que j'apprécie, dont j'apprécie les valeurs. Te dire que c'est exactement raccord avec comment, voilà, l'entreprise parfaite que j'aurais dans la tête et qui dans ces cas-là serait la mienne, parce que c'est facile de dire quand on n'y est pas. C'est quand même un sacré truc de monter une entreprise, mais c'est des personnes qui sont respectueuses. C'est des personnes qui sont pas dans des secteurs qui sont les plus polluants. Je dis les plus polluants parce qu'aujourd'hui tous les secteurs sont extrêmement polluants, donc à la limite il n'y a pas vraiment de satisfaction à avoir, sauf des choses qui sont effectivement dans l'économie verte pure, et encore, parce que dès qu'on est dans l'innovation, les panneaux solaires, c'est polluant, voilà, c'est toujours un peu, quand on commence à gratter, en tout cas quand on commence à chercher la pureté que tu évoquais, c'est tout de suite très agaçant de ne pas la trouver, cette pureté. Donc voilà, donc du coup, et puis en fait, comme je suis indépendante, et que j'ai pas trop peur, j'ai pas trop peur de perdre mes clients, si j'ai envie qu'ils restent bien sûr, mais je sais que j'ai des limites en fait. Donc du coup, ça me permet de faire valoir ce que je pense. Et là, évidemment, je parle en termes de communication. Je ne vais pas m'ingérer dans d'autres domaines de cette entreprise-là. Mais mettons que dans cette entreprise-là, il y a un vrai dysfonctionnement qui apparaisse et qui me heurte. Je pense que je changerai de client. Enfin, j'amorcerai le changement. Ça ne sera peut-être pas en un mois. Je ne claque pas la porte parce que j'ai aussi... quelques bouches à nourrir maintenant, mais par contre je sais que c'est qu'une question de choix, donc il suffit de prospecter, de trouver une autre entreprise pour pouvoir dire au revoir à l'autre. Quand quelque chose ne te convient pas, tu fais en sorte de planifier le changement, et donc du coup ça marche comme ça, et aujourd'hui avec ces entreprises j'ai l'impression que c'est utile ce que je fais. Voilà. Avec tes valeurs et leurs valeurs, c'est tout à fait compatible. Oui, et la manière dont on communique, c'est une communication basée sur des faits, sur des informations réelles. C'est pas du pur marketing pour faire valoir une marque, etc. Voilà, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas un impact nocif sur la société. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui me... Maintenant, encore une fois, c'est pas parfait, mais je les aime bien aussi parce qu'elles sont aussi dans une logique d'amélioration et de remise en cause. Et donc toi, ça te permet aussi de
de continuer à t'interroger sur tes valeurs, tes pratiques et évoluer. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est que c'est des entreprises dont les activités au départ ne sont pas forcément des activités qui me seraient... avec lesquelles j'ai forcément une affinité, mais ça fait partie du monde, ça fait partie du monde de demain. Et je pense que c'est intéressant aussi de cultiver cette diversité de connaissances et d'approches du monde pour avoir le plus possible un retour de la réalité qui est fidèle à ce qu'elle est, pas ce que tu as dans la tête, côtoyer que des gens avec qui tu es d'accord. C'est pas ça non plus. Et bon, ça fait du bien côtoyer des gens avec qui tu es d'accord, parce que l'inverse c'est un peu fatigant, mais voilà, donc ça aussi, c'est ça que j'aime bien dans ce métier-là. J'ai une dernière question qui va un peu parler de l'enfant que tu attends. En train de bouger qui vient de bouger, oui, je l'ai vu. Du coup, c'est comment penses-tu arriver à transmettre les valeurs qui te portent aujourd'hui à ton enfant et comment l'élever dans cette recherche de cohérence et d'envahissement? Et je pense qu'en fait que j'y réfléchis pas mal en ce moment et je pense qu'il n'y a que deux choses que je peux dans lesquelles je peux mettre toute mon énergie pour lui transmettre, c'est la confiance, allez 3, allez 4, la confiance, le respect, l'amour et la liberté. Le reste, c'est pas à moi de dire ce qu'il va adopter comme valeur. Et puis après, il y a l'exemplarité. D'accord. Mais j'ai pas forcément envie de lui transmettre les valeurs. Alors si, le respect de la nature, mais c'est parce que aussi je vais la respecter qu'il va peut-être adopter, mais si ça vient d'une volonté de ma part, je trouve que c'est déjà un peu vicié, en fait. Mais c'est très personnel, hein, mais oui, c'est vrai. Si je lui donne de la confiance à travers l'amour et le respect que je lui donne, et la liberté, ça voudra dire que... et si, devant ses yeux tous les jours, il a une mère et un père qui adoptent une cohérence de comportement entre ce qu'ils disent, ce qu'ils lui demandent et ce qu'ils font, après le reste, ça lui appartient. Il fera ses choix. Ouais. C'est avant d'être mon enfant, mon fils en l'occurrence, c'est d'abord lui, un individu. J'ai pas... Voilà. Moi, je pense que ce que je fais, c'est bon pour moi, c'est bon pour la société. J'ai cette présomption-là, mais elle doit rester dans ma circonscription, cette croyance, parce que sinon, il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. Et, voilà. Donc, je pense que c'est important de respecter, en fait. Et dans la transmission, parfois, avec des belles intentions, bon, après, encore une fois, dès que je te dis une phrase, j'ai envie de la contredire, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui transmettent plein de choses, plein de belles valeurs à leurs enfants, et qui va donner des choses super. Mais ma position, c'est celle-là, c'est de garder le plus d'ouverture possible. Voilà. Et je pense que l'exemple, c'est la meilleure des transmissions, en fait. Ouais. Ce qui vaut entre une mère et son enfant, mais ou toute autre personne. Voilà, si moi j'adopte des comportements, je n'ai pas envie de les imposer à mon entourage, mais juste montrer que moi je fais comme ça et pas forcer à cuisiner végétarien parce que je suis là ou autre pratique, quoi. Ouais, je pense que c'est important. Et de rester dans la discussion aussi pour que l'autre puisse te poser des questions pour qu'il comprenne ta démarche. Ouais, alors c'est intéressant aussi, puisque rester dans la discussion, mais pour convaincre ou alors pour échanger. Moi, je sais que par exemple, quand on cherche à me convaincre, j'ai horreur de ça. Oui. Même si la personne, je pense qu'elle peut dire des choses intelligentes, intéressantes, etc. Mais je vais toujours avoir cette espèce de petit mouvement de recul comme ça. Parce que par principe, j'aime pas qu'on réduise ma liberté. Et pourtant, voilà, je pense que ça, c'est une question de ton donné à la conversation. Moi j'ai tendance, et j'espère que c'est ressenti comme ça, j'ai tendance à exprimer des arguments qui sont soit scientifiques, soit que j'ai entendus de différentes sources.
Mais après, c'est l'interprétation de l'autre en face qui peut être mal... les choses peuvent être mal interprétées. Voilà, moi, je peux donner un argument, par exemple, le végétarisme, oui, voilà, parce que... ou non, le véganisme, j'évite de boire du lait de vache parce que pour moi, c'est la même industrie qui est alimentée par l'industrie de la viande, c'est aussi l'industrie du lait. Mais de toute façon, dès qu'on touche à ce sujet, l'alimentation, c'est très très particulier et très compliqué. Mais disons que à partir du moment où j'expose un argument, j'ai l'impression que la personne se sent jugée et agressée dans sa liberté. Et du coup, c'est très dur effectivement de trouver le ton qu'il faut. Je pense que tu as deux types d'arguments. Tu as l'argument qui explique pourquoi tu fais ça et pourquoi tu es si entière là-dedans et pourquoi tu es si portée sur ces questions, ou pourquoi tu mobilises toute ton énergie là-dedans, parce qu'encore une fois, il en faut quoi. Et puis l'argument qui consiste à être avancé pour que l'autre adopte le comportement. C'est la première chose. Après, la manière dont l'autre reçoit le message, ça dépend de qui est cette personne. Si elle y est sensible, puis qu'elle a la culpabilité facile, du coup, elle ne va pas vraiment aimer qu'on lui explique que potentiellement elle a tort, parce que c'est pas son timing, ou parce que j'en sais rien, ça peut être aussi autre chose dans son histoire qui fait que du coup, elle va mal réagir. Mais on peut pas... je pense que ce qui est bien, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut nous faire, parce que l'autre, par définition, c'est pas nous. Donc on n'a pas vraiment d'impact sur la personne. Mais du coup, si on est... je dis pas que c'est toujours facile, parce que moi, il y a plein de fois où je suis tombée dans le comportement inverse sans m'en rendre compte, où je pensais que j'exposais seulement ce que je pensais, et que en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu à la lisière... la culpabilisation. Non, ouais, de l'énergie qui consiste à vouloir convaincre l'autre, parce que quand tu penses que ce que tu fais, c'est bien, t'as forcément envie que l'autre pense comme toi, quoi, que le lien reste entre la personne et toi, et ça, je pense que c'est un écueil qu'il faut essayer d'éviter le plus possible, quoi. Après, la réaction de l'autre, ça lui appartient. Mais c'est un sujet qui peut aller très loin, quoi, de comment échanger sur l'aspect des valeurs et des pratiques avec d'autres qui sont pas dans la même mouvance, quoi, pas dans le même... c'est bon parfois aussi l'émotion que tu as. Moi, je sais que c'est pas toujours avec la même émotion. Il y a eu des moments où c'était avec l'émotion de la colère, ça marche pas très bien. Mais si la personne sent vraiment qu'elle le fasse ou pas, ça va rien changer à ta vie, et puis que ça va rien changer à ce que tu penses d'elle, voire à l'amour que tu lui portes. Moins, mais c'est subtil parce que c'est presque d'inconscient à inconscient que ça se passe. Donc, je pense que si c'est l'émotion dans laquelle on est, l'état dans lequel on est change beaucoup aussi. Du coup, c'est communicatif. Ouais, et on se rend pas forcément compte. Même nous, en le disant, on se rend pas forcément compte qu'à ce moment-là, on est en colère, ou qu'à ce moment-là, on a une petite pointe de frustration ou de choses comme ça, quoi. Ça peut jouer. Sans compter l'image après qu'il y a des personnes qui arrêtent tout ce qui existe dans la culture d'aujourd'hui. Tout de suite, allez hop, on est décroissant, forcément, mais enfin, c'est vaste aussi comme sujet, mais je veux dire, on peut aussi parfois être pas victime, mais en tout cas de bénéficier, c'est pas le bon mot non plus, de cette image un peu réductrice qui peut provoquer d'autres réactions. Merci Camille. Merci à toi. Pour synthétiser cet échange, on pourrait dire que du coup le changement de comportement qui est du coup inhérent à la recherche de cohérence, parce que si on se rend compte que nos valeurs sont pas en adéquation avec ce qu'on fait, il va peut-être falloir changer un petit peu. Ça demande du temps, du respect de soi, de l'écoute de soi, de la bienveillance envers les autres, de la patience aussi. De la patience, ça prend du temps effectivement, et du coup de rester dans l'exigence, mais la douceur. Voilà. Ouais, c'est ça, la douce exigence. La douce exigence. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura inspiré, donné des idées, et je vous dis à bientôt.